sur les dérogations légales qui ont déjà été adoptées en matière d'organisation des Jeux Olympiques 2024. Les premiers textes de nature décrétale, s'agissant de l'application de la dernière réforme des retraites et plus particulièrement de la question des carrières longues, quelques dispositions dans un projet de loi que je vais appeler très rapidement réforme de justice et comportant des dispositions relatives aux modalités de saisie des rémunérations. Je vous propose de faire un point d'actualité sur les droits dont peut bénéficier un stagiaire en entreprise. Nous sommes un peu gâtés ce mois-ci en matière de jurisprudence puisque je vous ai sélectionné 3 décisions de la Cour de cassation et j'achèverai le propos par quelques informations complémentaires. Alors, comme je vous l'indiquais, la France organise donc les Jeux Olympiques, plus particulièrement la ville de Paris, l'année prochaine, 100 ans après la première édition organisée dans Paris de l'ère moderne de ces Jeux. Et bien évidemment, fallait-il encore qu'on puisse permettre la continuité de certaines activités sur les sites de ces Jeux ou dans la périphérie immédiate de ces Jeux. Alors, les mesures portent notamment sur la gestion du repos hebdomadaire. Vous avez à l'écran les dispositions qui rappellent que ce repos hebdomadaire est donné aux salariés le dimanche et de manière stricte, mais bien évidemment, la loi comporte quelques dispositions dérogatoires et bien évidemment quelques exceptions. Alors, on estime peu ou prou à 5 millions le nombre de salariés qui en France ont une activité le dimanche de manière occasionnelle ou permanente. Alors, parmi ces dérogations prévues par la loi, nous avons bien évidemment la nécessité de faire face à des travaux urgents. Les travaux urgents, c'est que votre établissement, votre site de production a pu subir quelques dégâts d'origine naturelle ou accidentelle et fallait-il bien évidemment remettre en état de travail, de production, cet établissement. Sont compris également dans le champ de ces dérogations les établissements industriels fonctionnant en continu, alors, industriels et non pas services. Alors, l'exemple le plus typique, c'est les feux continus. Tout simplement, les hauts fourneaux, c'est pas beaucoup en France, mais il peut y en avoir encore, dans le domaine de la sidérurgie, ne peuvent pas s'arrêter de la sorte parce que leur remise en route prendrait un temps substantiel, conséquent, voire de plusieurs jours, pour faire fonctionner tout le dispositif, tout le mécanisme de ces hauts fourneaux. Sont compris également dans ce champ dérogatoire les établissements avec contrainte de production d'activité besoin du public. Besoin du public, on le comprend aisément. Ce sont notamment les établissements sanitaires. Tout simplement, parce que vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans une clinique, là, dans un EHPAD, il y a quand même nécessité, bien évidemment, qu'un certain personnel d'accompagnement soit toujours présent dans ces lieux. On aurait pu citer également le secteur de la sécurité, avec tous les agents devant être présents dans des établissements ouverts ou fermés le dimanche. Bon, voilà, la liste peut être un peu plus importante, mais je l'ai volontairement ici réduite. La loi permet également des dérogations conventionnelles. Alors, ces dérogations conventionnelles nécessitent la conclusion d'une convention en accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention en accord de branche étendue. Alors, notez ici la prédominance du niveau de négociation et d'accord, qui est celui de l'entreprise de l'établissement avant celui de la branche. Et combien même j'aurais négocié au niveau de la branche, faut-il encore que cette convention, cet accord ait reçu extension, c'est-à-dire visa, contrôle particulier de l'administration, tant à la fois sur la procédure de négociation que sur le contenu. Et dans ce cadre-là, la dérogation conventionnelle doit porter dérogation du fait de raisons économiques qui s'imposent à l'entreprise et donc de cette organisation du travail en continu. Quelles sont donc les dérogations prévues pour l'organisation de ces Jeux Olympiques? En premier lieu, on vise spécifiquement les établissements et les activités qui seront concernés par cette dérogation au repos dominical. Ce sont les établissements de vente de détail de biens et services, pas de grossistes, pas d'activité industrielle. Un recours, si les autorités ont recours à des établissements privés, non pas uniquement publics,
rendre un certain nombre de services et puis permettre la consommation sans doute de certains biens. Abdelkader, une petite question. Oui, Secteur du, oui. du nettoyage, est-ce que c'est concerné? Pour le repos dominical? Ce n'est pas précisé. Je pense que c'est la question est celle-là. Alors, d'un point de vue, sur une base légale, non, mais il faudrait regarder si des dispositions conventionnelles n'ont pas été adoptées en la matière. Donc, il faut se référer à la convention collective du nettoyage. Très bien. Nous aurons toujours notre petite pause question, hein, bien évidemment, installée après un certain nombre de chapitres. Les lieux d'activité sur lesquels la dérogation au repos dominical peut être pratiquée dans le cadre de l'organisation de ces Jeux olympiques, bien évidemment, il s'agit des communes d'implantation des sites, plus les communes limitrophes. Alors, pas de difficulté à les désigner, hein, dès lors que, bien évidemment, nous avons un site olympique, nous savons sur quelle commune ce site est établi, et les communes limitrophes, en carte géographique, on voit. Et des communes situées à proximité. Là, ce seront plutôt des dispositions ministérielles qui nous éclaireront sur ces communes situées à proximité. La dérogation temporaire court du 15 juin 2024 au 30 septembre 2024. Alors, une période assez large au regard de ce qui est en réalité la période de ces Jeux, qui devrait débuter dernière semaine de juillet et première semaine d'août, puis suivi de la quinzaine des Jeux paralympiques. C'est faciliter quand même l'accueil des équipes, des délégations étrangères, d'un certain nombre de touristes avant l'ouverture officielle des Jeux olympiques. Bien évidemment, une dérogation qui débute pour sa période dérogatoire à compter du 15 juin et qui va s'étaler jusqu'au 30 septembre, c'est-à-dire laissant quand même quelques semaines supplémentaires après la fermeture officielle des deux compétitions, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Bon voilà, donc si vous êtes concerné, vous êtes situé, les sites des compétitions sont connus maintenant depuis quelques temps, bien évidemment. Vous pouvez en déterminer aisément sur une carte les communes limitrophes et les communes situées à proximité devraient faire l'objet d'éclaircissements administratifs. Fabrice, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions à ce stade? Non. Merci Fabrice. Nous avions abordé lors des sessions antérieures cette fameuse réforme des retraites, hein, alors intitulée, appelée de la sorte, bien qu'il s'agissait en réalité d'une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Et un certain nombre de décrets devaient être pris, pour certains ils le sont déjà, afin d'en préciser les modalités d'application, notamment visant certaines catégories. Alors nous avons déjà un premier décret, hein, celui du 3 juin 2023, JO4. Il comporte en réalité deux mesures pouvant nous concerner, ou tout le moins dans la gestion de vos salariés, à l'approche de la liquidation des droits à retraite pour certains d'entre eux. Une première disposition relative à une clause de sauvegarde. On a pu s'interroger légitimement sur éventuellement l'obligation pour certains salariés de reprendre une activité professionnelle avant de pouvoir bénéficier des droits à retraite tels que fixés par la dernière loi adoptée par le Parlement et du 14 avril. On va chercher la date exacte, après le recours devant le Conseil constitutionnel. Eh bien, la clause de sauvegarde vise tout particulièrement les salariés nés avant 1964 et qui, potentiellement, perdraient le bénéfice des mesures dites de carrière longue avec la nouvelle législation, puisque au-delà du report du droit à la liquidation de la pension de retraite de 62 à 64 ans, de manière progressive, hein, on l'avait déjà indiqué le mois dernier, il y a également le relèvement du nombre d'années de cotisation. Cette mise en œuvre de la clause de sauvegarde vise à permettre aux salariés de continuer à prétendre à une retraite anticipée dans les conditions actuelles,
Alors pourquoi je dis actuelle? Parce que effectivement la loi a déjà été publiée en officiel, mais comme nous le faisions savoir lors de la précédente édition, elle entre en vigueur officiellement au 1er septembre prochain, 2023. Donc à ce jour, sont toujours en œuvre le cadre juridique de la liquidation des droits à retraite avant l'entrée en vigueur de la réforme. Alors, on vise tout particulièrement donc les salariés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963. Faut-il encore qu'ils puissent justifier d'une durée de cotisation de 168 trimestres et d'un début d'activité professionnelle avant 20 ans. Cela ajoute considérablement, mais ça signifie que la limite, là, 20 ans, nous sommes déjà en 2023. Oui, il peut y avoir bien évidemment quelques salariés concernés par le dispositif. Le début d'activité professionnelle, lorsque le salarié souhaite engager cette clause de sauvegarde, il lui appartient bien évidemment d'en apporter tous les éléments probants à votre égard en tant qu'employeur lorsqu'il s'agit d'un départ à la retraite. Et ces éléments probants, c'est bien évidemment l'ensemble des droits enregistrés à ce jour auprès de la CNAV qui lui autorisera ou non à prétendre à la liquidation anticipée de la prise de la retraite dans les conditions fixées par cette clause de sauvegarde. On rappelle également que le relèvement de l'âge de départ à la retraite n'a pas conduit à une remise en cause du bénéfice automatique du taux plein. Vous savez que ce taux plein, c'est-à-dire 50% en réalité du salaire de référence pour la pension de retraite, eh bien, ce droit bénéfice automatique du taux plein est resté à 67 ans, fixé à 67 années de l'âge du salarié. Donc, toujours 67 ans. Avant cela, vous pourriez bénéficier de la retraite, mais le cas échéant avec une certaine décote. Donc, si vous regardez ce taux plein, faut-il encore atteindre l'âge de 67 ans. Le décret porte un certain nombre d'exceptions et vise les mères de famille. Alors, vous allez voir que les conditions que doivent remplir ces mères de famille et réunir ces mères de famille pour pouvoir bénéficier du taux plein avant même l'âge de 67 ans sont assez strictes, assez sévères. Et donc les conditions de recueil de ces conditions vont être quelque peu, dans certaines situations, compliquées. Alors, faut-il que la mère de famille ait élevé au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans avant le 16e anniversaire de l'enfant. Donc, 3 enfants. Les avoir élevés pendant au moins 9 ans. Et avant le 16e anniversaire. À cela s'ajoute la condition de justification de 30 ans d'assurance. Notez que l'on parle de 30 ans d'assurance et pas 30 ans de cotisation. À l'administration de définir cette notion d'assurance. Parce que la condition de durée de cotisation est clairement dite. On parle de durée de cotisation, soit en nombre de trimestres, soit en années. Mais là, on parle d'années d'assurance. Donc, 5 ans d'activité d'un travail manuel ouvrier, au moins au cours des 15 années précédant la demande de liquidation de la pension. Donc, si je me place à la date de ma demande de liquidation de la pension, première vérification, est-ce qu'au cours des 15 années qui précèdent cette date de demande, j'ai exercé un travail manuel ouvrier pendant au moins 5 ans? Oui. Est-ce que je peux justifier de 30 ans d'assurance? Oui. Est-ce que j'ai élevé des enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire? Oui. Était-il au nombre de 3? Oui ou non? Voilà, en clair, le process de vérification de ces conditions charge également à l'administration de nous clarifier sur ce travail ouvrier, manuel ouvrier. Donc, faut-il considérer qu'il s'agisse de la catégorie spécifiquement visée dans la convention collective? Mais vous savez que pour certains
certains métiers, certains secteurs d'activité, le terme ouvrier n'est pas utilisé. Vous trouverez cette qualification de métier dans la métallurgie, mais vous ne la trouverez pas dans d'autres secteurs comme l'informatique et notamment dans l'autre fameuse convention collective dite Syntec. Quand on entend par ouvrier, est-ce une catégorie spécifiquement visée dans une convention collective? Est-ce un niveau d'emploi, peu importe la qualification attribuée par la convention collective? Est-ce un niveau de formation? Point d'interrogation. Bien évidemment, ces éclaircissements seront les bienvenus parce que ici, vous allez peut-être avoir un certain nombre de personnes qui feront la démonstration de ce qu'elles ont pu élever au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire, mais la condition d'activité d'un travail manuel ouvrier pour une durée de 5 ans au cours des 15 années qui précèdent la demande sera sans doute quelque chose d'un peu plus délicat. Voilà ce que je voulais vous dire sur les compléments d'information dans l'attente d'autres décrets d'application relatifs à la réforme des retraites. Le chapitre suivant appelle l'étude de la saisie des rémunérations à travers notamment ce qu'on appelle une réforme de la justice, dénommée de la sorte de manière assez rapide, hâtive. En réalité, il s'agit du projet de loi ordinaire d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Voilà, en quelque sorte, un cadre nouveau de réforme quinquennale 2023-2027 sur ces 5 ans dont la première est déjà engagée. La procédure actuelle de saisie des rémunérations suppose que l'appareil judiciaire soit interpellé. Lorsque je suis créancier de sommes qui me sont dues par une personne, qui plus est salarié, j'en saisis la juridiction compétente et celle-ci engage préalablement une phase de conciliation entre le créancier et le débiteur pour dégager une solution avec des modalités de remboursement. Si in fine, il y a absence de conciliation, ou alors le débiteur manque à ses engagements qu'il avait pourtant concédés dans la phase de conciliation, eh bien le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie des salaires. Et c'est de la sorte que le greffe adresse par voie de notification à l'employeur la saisie d'un certain nombre de sommes. Alors, avec cet élément particulier que vous connaissez sans doute, cet aspect particulier, c'est que l'administration fiscale dispose des compétences de saisir directement l'employeur via un avis à tiers détenteur, un ATD. Pour faciliter le recouvrement de ces sommes, et puis il faut quand même voir les choses avec un certain réalisme, hein, c'est aussi une volonté quelque peu de désengorger les juridictions. La loi prévoit l'attribution d'un rôle nouveau au commissaire de justice. Alors, ce qui est appelé aujourd'hui commissaire de justice, c'est tout simplement l'ancienne dénomination d'huissier. La loi va permettre au commissaire de justice d'engager la procédure de saisie. Cet acteur de la justice va délivrer un procès-verbal de saisie des rémunérations, mais il devra préalablement procéder à un commandement de payer qui est lui contestable par le salarié. Donc, ce commissaire de justice disposera, du fait de la loi, du droit à émettre un commandement de payer, alors que généralement, jusqu'à présent, c'était plutôt le juge qui notifie ce commandement de payer. Donc, adresse un commandement de payer au salarié. Le salarié dispose du fait de la loi également du droit à la contestation de ce commandement de payer.
et s'il n'y a pas de contestation, eh bien, le commissaire de justice adressera un procès-verbal de saisie de rémunération. La loi permettra également à ce même commissaire de justice le droit à la réception des sommes saisies et il lui appartiendra d'en assurer la répartition entre les créanciers. La répartition, bien évidemment, l'ordre de la répartition et le séquençage de ces saisies n'est pas remis en cause. Donc, nous procéderons de la même manière que la loi le prévoit aujourd'hui, c'est-à-dire par ordre chronologique avec un super privilège s'agissant des pensions alimentaires. Donc, si le salarié est exposé à cette situation-là, de devoir des sommes, ne soyons pas surpris prochainement, la loi fixera bien évidemment la mise en œuvre, de recevoir un procès-verbal de saisie émis par ce commissaire de justice. Et donc non plus du greffe de la juridiction compétente. Nous avons été saisis ces derniers temps d'un certain nombre d'interrogations sur le statut de stagiaire. Il m'a paru utile de revenir sur les droits dont bénéficie un stagiaire et que vous devez lui octroyer lorsque vous le recevez au sein de l'entreprise. Alors, on rappellera que bien évidemment, un stagiaire n'est pas un salarié, il est lié par l'entreprise, non pas par un contrat de travail, mais par une convention tripartite, conclue d'une part par l'organisme de l'établissement de formation, y compris lycée, collège, lycée et enseignement supérieur, par l'établissement d'accueil, généralement l'entreprise, et par le stagiaire ou son représentant légal, si le stagiaire est mineur. Je reçois un stagiaire, quelles sont mes obligations? Le respect absolu de la durée du travail. Les stagiaires doivent pouvoir exécuter leur stage pour le métier, le service, la direction près de laquelle ils sont rattachés, avec respect de la durée du travail, de la législation du travail, dans les mêmes conditions que les salariés, sauf en ce qui concerne les salariés, les stagiaires de moins de 18 ans qui, eux, sont également couverts par la législation réservée expressément aux salariés de moins de 18 ans, et notamment la limite absolue de 35 heures, l'interdiction du travail de nuit, etc. Donc, voilà où nous en sommes, en tout cas sur la durée du travail. Le versement obligatoire de la gratification, dès lors que la convention de stage est d'une durée supérieure à 2 mois, de manière continue ou discontinue, et lorsqu'elle est discontinue, veillez à bien déterminer la durée globale. Et je vous rappelle, bien évidemment, que cette gratification correspond à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par nombre d'heures de stage. Gratification, pardon, je reviens. Gratification qui est déterminée en fonction du nombre d'heures réelles, mais rien ne s'oppose à ce que vous puissiez convenir en réalité ce qu'on appelle un lissage de cette gratification et notamment correspondant à une certaine mensualisation sur la base de 151h67 lorsque le stagiaire est présent au sein de l'entreprise de manière continue et permanente. L'accès à la cantine doit être également ouvert aux stagiaires ou, le cas échéant, la remise de titres restaurant exactement dans les mêmes conditions que celles exigées aux salariés d'entreprise. Je rappelle que là, en l'occurrence, comme le premier point relatif à la durée du travail, tout cela est totalement indépendant de la durée globale du stage. Que cette durée soit inférieure à 2 mois ou supérieure à 2 mois,
cela importe peu, vous devez respecter les horaires du travail et vous devez ouvrir l'accès à la cantine ou l'attribution, bien évidemment, du titre restaurant. Frais de transport, vous avez également une obligation à la prise en charge des frais de transport dans les conditions de droit commun. Voilà. Donc, même si le stagiaire vient pour 15 jours, vous devez répondre à cette prise en charge. La dernière réforme sur le statut des stagiaires a ouvert le champ de remboursement des frais de transport, y compris à cette catégorie de population présente dans l'entreprise. Et elle a ouvert également ce droit d'accès aux activités sociales et culturelles du CSE. Donc, vous ne pouvez pas en écarter le stagiaire au seul fait qu'il a un statut de stagiaire. Voilà. Dès lors que, bien évidemment, il remplit les autres conditions posées pour l'octroi et le bénéfice de ces activités sociales et culturelles de manière générale, peut-être une condition d'ancienneté, et bien évidemment, dès lors que l'ensemble des conditions applicables aux salariés sont réunies, le stagiaire doit pouvoir également accéder à ces activités sociales et culturelles. Fabrice, des questions sur les deux points que nous venons d'aborder? Alors, effectivement, j'ai plusieurs questions. La première, le versement des TR pour un stagiaire est-il conditionné par l'âge du stagiaire ou non? Ah non. Je comprends bien TR par titre restaurant, bien évidemment. Ah, absolument pas. Très bien. La seconde, les stagiaires du BTP ont-ils droit au panier repas? Oui. Et donc, Les conditions de restauration doivent être les mêmes. Voilà, donc s'il y a une cantine, c'est une cantine. Si titre restaurant, c'est panier repas, panier repas. Parfait. Question de Martine. Si un stagiaire est non gratifié car il a moins de 2 mois d'ancienneté, j'imagine, comment récupérer le montant salarial des tickets restaurants? Ah ben, pas d'autre solution que de lui demander le paiement. D'accord. Voilà. Et c'est une problématique, effectivement, qui s'était posée aux entreprises lors de l'avènement de cette dernière réforme relative aux stagiaires. On n'avait pas d'autre solution qu'en demander le paiement. Très bien. Question de Christelle. Quelles sont nos obligations en matière d'autorisation d'absence selon la durée du stage ou selon notre convention ou la législation? D'absence, je saisis mal. Il y a des droits d'absence lorsqu'un certain nombre de situations sont réunies. Alors, s'il s'agit de repréciser effectivement ces droits d'absence, on aurait pu l'indiquer. On retient les coordonnées de la personne qui a posé la question et on reviendra vers elle dès la semaine prochaine. Très bien. Question de Céline. La rémunération du stagiaire entre donc bien dans l'assiette des frais de fonctionnement CSE? Point d'interrogation. Oui, si elle est soumise au brut. Oui. Très bien. Tout à fait. Question de Martine de nouveau. On voit que c'est un thème qui déclenche. Oui, mais c'est la saison, Fabrice, je pense. Impeccable. Peut-on offrir la part salariale, entre parenthèses, ne pas les faire payer si la personne n'est pas gratifiée? Oui. Oui, je pense pas. Alors, il faudrait regarder effectivement là s'il y a des incidences en matière de régime social. Alors, je procéderai autrement. Alors, ça, c'est également une question. On va retenir bien évidemment les coordonnées de la personne qui a posé la question pour pouvoir préciser les choses. Le cas échéant, je procéderai de la manière suivante, c'est que je démontrerai en tout état de cause pour me protéger en cas de régime social particulier, mais c'est un point que l'on doit vérifier. Mais s'il devait conduire à ce que l'URSSAF considère que l'on a attribué un avantage particulier qui serait soumis à cotisation, ce qui me paraîtrait peu probable,
parce que ça signifierait que là, on alimente la gratification, et la gratification, de toute façon, faut-il encore qu'elle arrive à un certain niveau pour pouvoir être soumise à cotisation. Mais à supposer que ce soit le cas, mais vraiment à supposer que ce soit le cas, à la rigueur, j'adresserai un courrier à ce fameux stagiaire, lui demandant le paiement des sommes. Au moins, j'aurais fait la démonstration auprès de l'administration que l'entreprise s'est mise en situation de recouvrer ses sommes. Elle n'a pas pu faire autrement, mais elle s'est mise en situation de recouvrer ses sommes. Encore une fois, la probabilité qu'on puisse réintroduire dans une assiette de cotisation, c'est-à-dire opérer un redressement de l'assiette. Parce que c'est ça quand il y a un contrôle URSSAF, quand je redresse l'assiette, c'est tout simplement que je corrige l'assiette. Du seul fait que l'on ait pu tout de même attribuer ou financer la part salariale, pour être plus précis, bien évidemment, me paraît peu probable. Alors, financer de toute façon, on finance, puisque ces titres restaurants, leur valeur est directement payée par l'employeur, qui lui opère à la retenue de la part salariale sur le bulletin de paye. Mais c'est bien lui qui, dans un premier temps, réalise l'opération de paiement. Après, effectivement, on peut ou pas récupérer ces sommes sur le bulletin de paye, ou demander, alors il n'y aura pas de bulletin de paye, ou demander bien évidemment le remboursement. Mais la probabilité qu'on soit redressé, ne serait-ce qu'en raison du montant, me paraît assez faible. Très bien. Du coup, alors il y a eu beaucoup de questions. Donc, voilà, je voulais savoir, question de Christelle, si nous devons octroyer des jours d'absence à nos stagiaires. Alors c'est la même question que tout à l'heure, Fabrice. Donc on reprendra effectivement. Parfait. On adressera une réponse sur avec les coordonnées des personnes qui ont posé la question sur ce point d'absence. Très bien. Et je t'ai dégardé la dernière pour la fin qui m'avait paru la plus longue, du coup de Habib qui nous dit: est-ce que la restauration, les frais de transport et dans une moindre mesure les activités sociales et culturelles du CSE doivent également prévaloir pour ceux n'étant pas rémunérés, personnes de moins de 2 mois? Oui, c'est la question de savoir si dans tout état de cause, on doit répondre à cette obligation, même quand on a moins de 2 mois. Les règles relatives aux bénéfices de ces avantages-là ne sont absolument pas conditionnées par la durée du stage. Merci Habib d'avoir posé la question. Voilà, c'était toutes les questions sur ce sujet, Abdelkader. Parfait. Merci Fabrice, merci pour votre participation interactive. Alors, je vous disais que nous avions l'avantage ce mois-ci de nous pencher sur quelques décisions qui me semblaient d'importance en matière de paye. La première concerne la durée du travail et de l'inobservation des limites fixées par la loi en matière de travail effectif du salarié. Nous avons 2 périodes avec des limites, qui sont une période hebdomadaire et une période quotidienne, durée hebdomadaire, durée quotidienne. Je rappelle ici sur cette première diapositive les règles existantes. Vous savez que le salarié ne peut pas être occupé plus de 48 heures au cours de la même semaine. Alors j'allais dire c'est une réglementation française, pas uniquement, puisque la réglementation européenne est exactement sur la même durée maximale de travail d'un salarié, que l'on doit également avoir l'extrême précaution de vérifier que sur 12 semaines consécutives, quelle que soit la période, que sur 12 semaines consécutives, le salarié n'est pas dépassé en moyenne 44 heures. Vous voyez un peu la gymnastique, ça veut dire que j'ai un contrôle hebdomadaire. Il faut-il que j'ai également un contrôle hebdomadaire sur ces fameuses 12 semaines consécutives. Et en cas de réalisation régulière d'heures supplémentaires, pour divers motifs, peu importe, eh bien m'assurer que il n'y a pas ce dépassement de la moyenne de 44 heures sur 12 semaines. Néanmoins, la loi permet toujours quelques dérogations, toujours dans cette logique principe-exception. Dérogation administrative, en raison, nous dit-on, de circonstances exceptionnelles, mais dans la limite absolue de 60 heures. Absolue de 60 heures. Circonstances exceptionnelles, ça peut être notamment, encore une fois, je le citais tout à l'heure pour les travaux urgents, bien évidemment, un incident particulier sur un de vos sites de production, un établissement de production, de travail, et bien évidemment la remise en état de ce site
nécessite des dérogations particulières en termes de durée du travail, on pourrait obtenir de l'administration du travail, effectivement, Et la loi permet également de porter cette moyenne hebdomadaire que j'évoquais à l'instant de 44 heures sur une base égale de 44 heures sur 12 semaines consécutives à 46 heures. Dès lors que j'ai pu conclure un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou à défaut de branche, et toujours bien évidemment ici, la prédominance du niveau de négociation de l'entreprise, de l'établissement sur celui de la branche, ou par l'administration également. Par l'administration, si vous faites état de circonstances exceptionnelles. Parce que si on est sur une limite possible de dérogation administrative dans les limites de 60 heures, on doit également observer que sur les autres cas de figure, on ne dépasse pas la limite moyenne de 46 heures. Il s'agit là de la durée hebdomadaire et de ses limites. La durée maximale quotidienne est de 10 heures absolue, avec quelques cas dérogatoires. L'administration peut apporter ce droit à dérogation lorsque l'entreprise est exposée à des travaux urgents en raison de leur nature, de charges et engagements contractuels ou de travaux saisonniers. Alors, travaux saisonniers, on imagine ce que c'est. Charges et engagements contractuels, il faut répondre bien évidemment à ces engagements contractuels au risque éventuellement d'être exposé à des pénalités pouvant mettre en difficulté l'entreprise. Et puis je pense aux engagements contractuels lorsque ces engagements sont pris avec l'administration, y compris territoriale. Et puis travaux urgents en raison de leur nature, lorsque vous avez quelques incidences météorologiques, j'ai besoin d'avoir recours à des équipes spécialisées pour dégager des routes ou des lieux d'habitation. En cas d'urgence, là également, l'employeur pourrait, dans ce cas-là, demander à ses salariés de dépasser, d'excéder la durée maximale de 10 heures. Dans les 3 cas que nous avons vus initialement, il lui appartiendra de régulariser auprès de l'administration cette situation dans les plus brefs délais, bien évidemment. Et nous avons une possibilité de dérogation par voie d'accord, et un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou un accord de branche peut porter cette limite à 12 heures. Alors, à titre d'exemple, on parlait du nettoyage tout à l'heure. Dans la sécurité, vous avez cette possibilité par voie dérogatoire d'accord de branche d'avoir des journées de 12 heures, ce qui permet d'ailleurs pour la sécurité d'un centre de site d'avoir des vacations de 12 heures entre agents de sécurité. Qu'en est-il en cas de dépassement de ces limites de durée maximale? La loi prévoit des sanctions pénales. Alors, la loi prévoit des sanctions pénales en matière de durée du travail, comme en matière de repos, comme en matière de congés payés. Pourquoi? Parce que l'on considère que la législation est prise ici, notamment pour assurer la sécurité et la santé du salarié au travail. Et donc, l'infraction commise par l'employeur est pénalement sanctionnée. Elle est sanctionnée d'une amende pour une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 750 € par infraction et par salarié. Donc, si l'infraction est répétée à plusieurs reprises sur plusieurs journées, c'est d'autant de fois 750 € et autant de fois de salariés concernés. Vous voyez que si l'amende devait être portée à ce niveau de contrepartie financière ou de pénalité financière, le montant global peut être extrêmement lourd pour l'entreprise. Sanction pénale, mais pas de sanction pénale sans sanction civile. On peut avoir l'inverse, sanction civile sans sanction pénale, mais pas de sanction pénale sans sanction civile, dont on rappelle bien évidemment l'objet de la protection du salarié en matière de durée du travail. C'est bien évidemment la préoccupation première de sa sécurité et de sa santé au travail. Le préjudice subi par le salarié résultant du seul constat du dépassement de la durée maximale conduit, nous disent les juges notamment via cette décision du 11 mai 2023, à la nécessité de verser des dommages et intérêts sans que le salarié ne soit dans l'obligation d'apporter la preuve du préjudice. Je n'ai pas besoin d'apporter la preuve. Le seul fait d'avoir pour moi constaté en tant que salarié un dépassement soit de la durée maximale ou des durées maximales hebdomadaires ou de la durée maximale
quotidienne, journalière, ce seul constat me permet de demander à mon employeur le versement de dommages et intérêts. Alors ensuite, bien évidemment, le montant du dommage et intérêts sera apprécié par le juge. Alors, ils ont peut-être l'importance du caractère répétitif, de la volumétrie du dépassement, y compris au regard des règles relatives à l'amplitude. Notez qu'ici, la sanction civile et le versement de dommages et intérêts immédiats sans nécessité d'apporter de la preuve de la réalité de l'existence de ce préjudice est pris en considération par les juges en raison de la nature de la législation ainsi inobservée par l'employeur. Et la nature et l'objet, c'est vraiment la protection de la santé du salarié. A contrario, je vais faire volontairement un parallèle, a contrario, il fut un temps jusqu'en 2016 de mémoire où les juges raisonnaient de manière identique en cas de non-remise des documents de fin de travail par l'employeur lorsque le salarié quitte l'entreprise. Notamment, je pense à l'attestation Pôle emploi, au certificat de travail. Ils avaient le même raisonnement. Exactement. Le seul fait de ne pas observer cette obligation légale conduisait forcément le salarié à connaître un préjudice qu'il convenait de réparer par la condamnation au versement de dommages et intérêts. Eh bien, en réalité, le revirement de jurisprudence opéré cette année-là oblige le salarié à porter la preuve de la réalité de son préjudice en cas de non-remise des documents de fin de contrat. Et c'est toute la différence substantielle. Je pense que, d'une part, ici, bien évidemment, on continue à s'assurer que la santé du salarié au travail est préservée, alors que d'autre part, on voulait éviter peut-être que, de manière intensive, les salariés n'engagent une procédure prud'homale en raison du non-versement, de la non-remise, excusez-moi, de ces documents de fin de contrat, alors que le salarié n'a subi aucun préjudice. Bon, voilà. De façon d'opérer, de façon d'apprécier. Et donc, en réalité, bien l'inobservation d'un certain nombre de règles de droit, protectrices ou non, et dans quelles conditions elles sont protectrices ou non du salarié, conduit à des solutions jurisprudentielles différentes. Puis, sur le seul critère des diplômes obtenus par le salarié, procéder à une inégalité salariale. Alors, on a un principe, premier, qui est un principe de non-discrimination, qui répond au concept suivant, travail égal, salaire égal. Concept jurisprudentiel en France, mais que l'on retrouve dans des textes internationaux. Il y a une différence de traitement qui peut être admise par les juges, qui l'a déjà été, mais sur des critères objectifs. Par contre, si en réalité j'ai pratiqué une discrimination générée par l'une des causes fixées par la loi, le genre, l'origine, convictions religieuses, activité syndicale ou autre, maternité également. Si j'ai pratiqué une discrimination sur l'un de ces motifs, la loi d'abord prévoit bien évidemment le bénéfice de sanctions civiles, mais les sanctions civiles, c'est le versement de dommages et intérêts. J'ai été pénalisé en raison de mon origine, de ma maternité, etc., ou du genre. Mais elle protège également le salarié contre ces discriminations en accompagnement le cadre législatif de sanctions pénales. Et lorsque la discrimination est assise sur l'un de ces critères prévus par la loi, l'employeur encourt une amende de 45 000 € et une peine d'emprisonnement de 3 ans. Alors, suis-je exposé en tant qu'employeur au même niveau de sanction lorsque j'ai discriminé à raison de l'expérience professionnelle et des diplômes? Alors, dans cette décision du 24 mai, les juges ont un raisonnement en deux temps. D'abord, ils rappellent qu'il est admis
qu'il puisse y avoir sur un poste identique une différenciation de salaire au moment de l'embauche, mais il ajoute que cette différenciation est faite sous condition d'une relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. Par contre, les juges invalident les critères de différenciation, que sont ceux d'expérience professionnelle et de diplôme, en cas d'augmentation salariale différenciée. Donc, au moment de l'embauche, le cas échéant, parce qu'il y a des exigences de poste, de responsabilité effectivement exercées, je peux retenir des critères de différenciation de rémunération que sont ceux notamment de l'expérience professionnelle et de l'obtention de diplôme. Par contre, une fois sur les postes, on ne peut pas justifier d'une augmentation salariale distincte sur ces seuls critères d'expérience professionnelle et de diplôme. En aucune manière. Vous pouvez le faire en raison d'atteinte, sur des motifs d'atteinte de résultats, d'engagement du salarié, le cas échéant, bien évidemment, mais en aucune manière du seul fait que certains ont des diplômes et d'autres non, et dire à l'un je vais attribuer 2% et à l'autre 4%. Absolument pas. Cela ne vous est pas autorisé dès lors qu'il s'agit de mener la campagne d'augmentation salariale. Là aussi, dans une décision récente, du 17 mai, la Cour de cassation est revenue rappeler le traitement d'une prime annuelle dans la composition de l'indemnité de congé payé. Il faut toujours avoir à l'esprit, toujours, que l'attribution des congés payés est attachée d'une notion rigoureuse et stricte qui est celle du temps de travail effectif. C'est parce que le salarié a travaillé qu'il a le droit à des congés payés. Toutes les absences, si on part sur cette notion, cette base-là, toutes les absences conduisent à une réduction des durées des congés payés. Toutes. Sauf exception. Et bien évidemment, alors quelques exceptions. La loi fixe des exceptions. On rappellera que ce sont les congés payés de l'année précédente. On rappellera que ce sont les arrêts de travail causés par un accident de travail maladie professionnelle pour une limite maximale dans sa prise en compte d'une année. On rappellera que ce sont les RTT, on rappellera que ce sont les congés maternité, les congés paternité. Les droits à repos compensateurs également. Dérogation légale. Vous noterez que je n'ai pas cité la maladie non professionnelle. La maladie non professionnelle ne permet pas l'octroi de congés payés et je dirais même que permet la réduction du nombre de jours de congés payés. Sauf lorsque la convention collective en dispose autrement. Et là encore, bien évidemment, il y a lieu d'examiner de près la convention collective applicable. Donc, on exclut toute somme couvrant à la fois également des périodes de travail et des périodes de non-travail, type le 13e mois. Souvent, on me pose la question de savoir ce que je fais du 3e mois. Où certains ont tendance à affirmer de manière assez hâtive que le 13e mois n'entre pas dans l'indemnité des congés payés. Non, la réponse n'est pas celle-là. Revenons sur les critères dégagés par la jurisprudence. Que nous disent les juges? Il faut regarder si le montant versé, si cette prime versée, si ce 13e mois versé couvre à la fois les périodes de travail et de non-travail. Et une façon très simple d'examiner le critère, c'est de rechercher s'il est diminué, notamment du fait de l'absence du salarié. Alors, qu'est-ce que je fais du bonus annuel? Il est soumis, bien évidemment, aux critères dégagés par les juges et la nécessité d'examiner si la période, si le bonus, si le montant qui est versé, couvre ou non à la fois des périodes de travail et de non-travail. Alors, tout particulièrement de la prime variable, parce que par le passé, je l'ai souvent entendu, et peut-être encore présent dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est qu'à titre d'exemple, la prime d'objectif n'entre jamais dans l'indemnisation des congés payés. La réponse est non. Bien sûr qu'elle entre dans l'assiette d'indemnisation des congés payés. Et de quelle manière y répond le juge? C'est qu'il regarde les conditions de versement. La prime variable est liée à la performance du salarié.
qui dit performance dit nécessité de travailler et dit nécessité d'un temps de travail. Je l'ai atteint tel niveau d'objectif, voire même l'objectif dans sa globalité, mais pour l'atteindre, je suis forcément travaillé. Sans travail, il n'y a pas d'atteinte. Et donc, s'il y a atteinte, il y a du travail. S'il y a du travail, eh bien, intégration dans l'assiette d'indemnisation des congés payés. Donc, il faut se prémunir de pratiques hâtives conduisant à considérer que dès lors qu'un montant a une périodicité annuelle, 13e mois, bonus, prime d'objectif, eh bien, l'on serait admis à l'exclure de l'assiette de congés payés. Non, la réponse est non. Il faut impérativement examiner s'il couvre ou non à la fois des périodes de travail et de non-travail. Et forcément, lorsque vous avez des primes variables qui viennent récompenser le salarié à raison d'atteindre un certain nombre d'objectifs, c'est que le salarié a travaillé. Si le salarié a travaillé, c'est qu'il y a eu du temps de travail effectif. S'il y a eu du temps de travail effectif, alors cela intègre l'assiette d'indemnisation des congés payés. Fabrice, des questions sur ce chapitre? Pas de questions pour l'instant sur ce chapitre. Merci. Voilà. Merci Fabrice. Alors j'en arrive à notre dernier chapitre, information complémentaire. Juste pour redire quelques mots, mais je pense que vous l'avez noté, hein, parce que le sujet fait débat en réalité depuis la publication du décret fixant les modalités d'application de la procédure de présomption de démission en raison de l'abandon de poste. L'administration avait très vite accompagné ce décret, quasiment le jour même, d'une publication d'une foire aux questions sur le site du ministère du Travail. Le ministère a pris la décision de retirer cette foire aux questions de son site, en raison notamment des interrogations suscitées par la foire aux questions. Alors, sur, en réalité, un point essentiel, qui est le suivant: est-ce que l'employeur peut emprunter une autre voie de rupture du contrat de travail que la présomption de démission en cas d'abandon de poste? Le ministère du Travail et ses services répondent non. Un autre site dépendant, cette fois-ci de Matignon, des services de la Première ministre, répond oui. Beaucoup de personnes, notamment du monde du droit, sont offusquées de ce que l'administration du travail exclut la possibilité de recourir à un autre mode de rupture du contrat qui est autre que la présomption de démission. Les interrogations demeurent. Alors pourquoi? Parce que la loi n'a pas écarté d'autres modalités, à contrario par exemple de la rupture conventionnelle. Et le décret est silencieux également sur le sujet. Voilà. Et certains acteurs ont d'ailleurs saisi le juge administratif à l'encontre de la FAQ. Alors pour des intérêts différents, pour au moins des deux acteurs que j'ai à l'esprit, mais en tous les cas, le juge administratif est saisi et bien évidemment, on observera la décision in fine du juge administratif. Alors, ça pose un certain nombre de problématiques, qui est de savoir, in fine, est-ce que je peux licencier pour faute grave, par exemple, ou uniquement recourir à la procédure dite d'abandon de poste? Eh bien, j'espère que très prochainement, la solution dégagée par le juge administratif nous permettra d'éclairer les choses. Comme je vous l'exposais lors de notre précédent rendez-vous, il y a avantages et inconvénients aux deux procédures. Voilà, aux deux procédures. D'autant plus que si vous empruntez la voie du licenciement pour faute grave, ça signifie que le motif de la rupture ouvre droit aux prestations d'assurance chômage, la fameuse ARE, allocation de recherche d'emploi. On voit mal le salarié contesté
sauf à considérer que, en réalité, l'abandon de poste ne justifie pas un licenciement pour faute grave, peut-être d'une sanction inférieure, puisque le licenciement pour faute grave est privatif des indemnités de licenciement. Voilà, les deux voies doivent être comparées sans qu'elles puissent être forcément toujours comparables en tout point. Je voulais vous faire part également de nos plannings de formation juridique et paye, au cours desquels nous avons le plaisir de vous recevoir. Alors, vous avez quelques dates maintenant qui sont passées, mais ayez toujours à l'esprit que nous sommes en capacité, si vous le souhaitez, de revenir sur ces thématiques qu'ont été pour le mois d'avril indemnité de rupture, calcul régime social et fiscal, acquisition et prise des congés payés en avril, également une date en mai, et en juin, essentiellement l'indemnisation des congés payés. En juillet, nous vous proposerons une formation sur les jeunes entreprises en revenant sur, de manière aussi exhaustive que possible, la situation des apprentis, des stagiaires, des contrats de professionnalisation. Et en septembre, notez les dates également, la gestion des détachés et expatriés. Nous aurons quelques mots sur les impatriés également. Ça n'a pas été dit là, mais nous aurons quelques mots sur les impatriés. Sachez également qu'à la rentrée, nous vous proposerons non plus un seul thème par mois, mais deux thèmes. Voilà, le calendrier exact et les thèmes sélectionnés le seront dans les toutes prochaines semaines. Donc, je pense qu'au mois de juillet, nous serons en capacité de vous dire quels seront les thèmes complémentaires et le calendrier. Et que ces formations seront disponibles et pourront être disposées en anglais à partir du mois de juillet. Donc, si vous avez la nécessité également de les recevoir en anglais, nous serons en capacité de répondre à votre attente dès le mois de juillet. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous inscrire, à solliciter les programmes. Le programme Jeune Entreprise est normalement déjà disponible et celui de la gestion des détachés expatriés le sera normalement dans les prochaines semaines. Et nous profiterons, comment dirais-je, d'une pause qui n'est pas forcément la nôtre, mais d'un souffle estival pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces attentes. Voilà, et puis bien évidemment les liens que je vous avais déjà indiqués, notamment, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse taxandlegal fr@etworks.com et là nous serons très heureux bien évidemment de répondre à toutes vos interrogations, y compris pour notre prestation sociale RH. Donc vous avez dû recevoir normalement toutes les informations. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas. Je dirais que ça ne vous coûte rien si ce n'est que quelques instants pour rédiger votre demande et quelques instants de prise de connaissance de nos informations sur ces deux prestations. Fabrice, tu as peut-être une autre question, me semble-t-il, non? Alors, effectivement, j'ai une petite question. Sur le sujet des indemnités de congés payés, Oui. Est-ce que la périodicité du versement des primes d'objectifs, primes mensuelles mais versées au trimestre, semestre ou annuel, est un critère pour inclure ou non dans l'assiette des CP? Non, absolument. Oui, pardon, excuse-moi. Non, très bien, premier point. Donc non, c'est ce que tu indiques. Non, bien évidemment. Le critère n'est absolument pas celui de la périodicité de versement. Sur ces primes variables, et notamment les primes d'objectifs, sont généralement annuelles, pas toujours, mais sont généralement annuelles. Avec également des acomptes ou des anticipations de versement partiel semestriel, mais en aucune manière la périodicité ne est un critère d'intégration dans l'assiette de l'indemnisation. En aucune manière. C'est toujours est-ce que j'ai réalisé du travail ou non pour pouvoir atteindre cet objectif. D'accord. Et du coup, seconde partie de la question, est-ce qu'une prime d'objectif annuel incluant 10% d'objectifs des résultats du groupe peut être inclus dans l'assiette? Non, parce que là, c'est un objectif collectif et non pas un objectif individuel. Très bien. Donc, on s'en tient aux critères individuels, pas aux critères collectifs.
Parfait. Parce que bien C'était la évidemment, le salarié serait susceptible d'en bénéficier pour une partie s'il n'a notamment pas travaillé, mais qui n'est pas lié, ou de la totalité, ou qui n'est pas lié à son travail en tout cas. Très bien, c'était la dernière question de la part de nos participants. Eh bien, je vous propose de noter, si vous le souhaitez, d'ores et déjà, pour l'inscrire dans vos agendas respectifs, nos prochains rendez-vous. Donc, le mois prochain, alors il s'agit à chaque fois du vendredi, et autant que possible, le premier vendredi du mois. Alors, vendredi 7 juillet, 9h30, vendredi 8 septembre, 9h30, on a évité le premier qui est la rentrée scolaire, le vendredi 6 octobre, 9h30, le vendredi 10 novembre, 9h30. Alors, on a évité le 3 parce que ce sera encore la seconde semaine des congés d'automne. Et le vendredi 8 décembre, on l'a décalé d'une semaine pour que ça ne soit pas trop proche de la session précédente qui est fixée au 10 novembre. Voilà, vous pouvez les noter, vous pouvez les inscrire bien évidemment dans vos agendas respectifs dès maintenant. Je vous laisse encore quelques instants pour en prendre note. Voilà, pour ma part, je voulais vous remercier, mais avant de vous remercier et de vous souhaiter bonne continuation, je voulais vous exprimer à nouveau toutes nos excuses, non plus pas des excuses pour l'incident technique de début de session. On veillera bien évidemment à ce que ça ne se renouvelle pas. Voilà, mais comme l'a dit à juste titre Fabrice, hein, c'est la preuve que les choses se font en direct et que nous sommes également soumis aux aléas du direct. Tout à fait. Je me permets de rajouter encore une fois, évidemment, désolé pour tous et merci à votre participation et votre patience. Vous nous avez en plus fourni des informations intéressantes sur ces webinars et voyez l'extension des autres webinars que Abdelkader développe. Et comme je vous l'indiquais, vous retrouverez le replay disponible sur notre site web. N'hésitez pas à aller sur sdworks.fr et il y a aussi la possibilité de télécharger le PDF qui sera mis en ligne dans quelques jours sur les éléments principaux qui ont été abordés lors de ce webinaire. Merci Abdelkader, merci à tous. Merci Fabrice, merci à toutes et à tous, bonne continuation, bonne fin de journée.